Le regard des autres, c'est pas ça finalement qui vous importe. Alors c'est vrai qu'il y en a qui sont sensibles au regard des autres, mais je crois que ce qui est important, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur et c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et je pense que quand on est convaincu qu'on a un bon projet, bah, c'est bien de le développer. Et puis si jamais ça ne marchait pas, on va aller de l'avant et se dire, bah, ok, très bien ça, bah, qu'est-ce que je fais? Je m'en sers de leçon pour après. Et j'adore la phrase de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Il y a des gens qui t'ont dit à l'époque, mais t'es malade, t'as la vie idéale. Plein parce qu'en fait, d'abord, en 2000, l'entrepreneuriat n'avait pas le vent en poupe qu'il a aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, être entrepreneur, j'avais 2 enfants qui avaient 1 an et 3 ans, donc plutôt bas âge, on va dire. J'avais une situation confortable, bon, c'est un statut social, etc. Et donc, effectivement, j'en ai qui m'ont dit mais tu as bien réfléchi, tu es sûr, pourquoi? Et il faut un peu écouter votre, votre intérieur qui vous dit bah, tu as envie de le faire, quoi. Donc si vous regardez de façon très rationnelle tout ça, bah, vous ne vous lancez pas. Voilà. Parce qu'effectivement, tout quitter pour se lâcher, puisque en plus à l'époque, il y avait moins d'aide sur l'entrepreneuriat, moins de réseaux d'incubation, moins de choses comme ça. C'était plus risqué qu'aujourd'hui. Mais même si ça reste de toute façon un exercice risqué. Dans ton parcours, est-ce qu'il y a eu des moments qui ont été plus difficiles, de doute, des difficultés à gérer, qui ont été beaucoup plus dur pour toi à vivre? Alors du doute, il y en a toujours un petit peu parfois parce que c'est évident, hein, il y a toujours des moments, parce que quand on est, moi j'avais pas d'associé direct donc j'étais un peu seule. Alors là il faut être bien entouré, hein. Moi j'avais, qui n'est plus mon mari maintenant, mais j'avais un mari qui m'a beaucoup accompagné et qui m'a soutenue dans les moments difficiles et qui a toujours cru dans le concept de Calidea. Enfin, tu peux partager un moment qui était plus difficile, ce qui se jouait, ce qui se passait? Les moments difficiles, j'ai envie de dire, c'est souvent ce qu'on appelle les crises de cash, c'est-à-dire les moments où la trésor est compliquée, la trésorerie, le moment où on a des financements qui diminuent et qu'il faut repartir à l'assaut, ou les moments où on a peut-être des moments difficiles de discussion un peu houleuse avec nos actionnaires, ou un moment où on doute parce qu'on a pris de mauvaises décisions. Moi j'ai racheté 13 sociétés pendant l'aventure, bah, il y en a que j'ai loupé, hein. Il y en a 2 qui n'ont pas été des gros succès, donc là je me suis dit, tu as fait les mauvais choix, pourquoi tu as fait ça, c'est dommage, tu as gâché de l'argent, tu as gâché du temps, voilà. Donc c'est vrai que bah, il faut se dire que quand on est entrepreneur, on prend beaucoup de décisions, donc c'est déjà une bonne chose de savoir prendre des décisions, mais l'idée c'est de se dire que il y a toujours des solutions, qu'on va s'en sortir, que bah, ok, très bien, on ne va pas pleurer et on ne va pas rester sur l'échec pendant 10 ans, hein, on va aller de l'avant et se dire bah, ok, très bien ça, bah, qu'est-ce que je fais? Je m'en sers de leçon pour après. Et j'adore la phrase de Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Toi, est-ce que ça a été des fois du bruit mental, le fait d'être critiqué potentiellement par des gens, des amis ou des médias ou j'en sais rien, ou pas du tout? Ou alors, et si oui, comment tu le gérais? Alors, moi, j'ai comme principe de m'entourer de gens qui me font du bien. C'est-à-dire que l'oiseau noir qui me critique, celui qui m'explique que je ne fais pas les bons choix, celui qui m'explique que je vais rater, que je vais louper, que ce n'est pas ce qu'il faut faire, bah, en fait, je m'en sépare assez vite. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas rester avec des gens qui vous expliquent que vous avez loupé. Parce que ça, vous en avez plein. Il faut rester avec des gens qui vous encouragent, qui vous font du bien, qui sont bienveillants, qui vous aident. Moi, quand j'ai créé, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Waouh, super, comment je peux t'aider ?» Alors, pourquoi ils m'ont dit ça? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi les gens vous aident ou pourquoi les gens ne vous aident pas? Bah, très clairement, quand vous êtes de nature généreux, moi, je suis quelqu'un de généreux, j'aide beaucoup les gens, je connecte, je fais du réseau. Donc, je dirais que sachez vous entourer des gens qui vous font du bien et laissez ceux qui vous expliquent que vous allez louper. Voilà. Parce que le regard des autres, c'est pas ça finalement qui vous importe. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui sont sensibles au regard des autres, mais je crois que ce qui est important, c'est ce qu'on ressent à l'intérieur et c'est qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et je pense que quand on est convaincu qu'on a un bon projet, bah, c'est bien de le développer. Et puis si jamais ça ne marchait pas, ben, comme dit Mandela, on apprendra et on changera et on rectifiera. Et puis quel est le risque? En fait, moi, j'avais surtout demandé à mon mari de rester là où il était. Pour assurer la sécurité des enfants. Pour assurer la sécurité un peu financière du foyer, voilà. Parce que ça, le plus grand risque en étant entrepreneur, c'est quand même un risque financier. Parce qu'on se paye toujours moins bien que ce qu'une boîte peut nous payer. C'est parce qu'on est les premiers à se sacrifier quand il y a des sujets difficiles. C'est qu'on investit aussi ses économies dans la société. C'est important pour moi que tu parles de ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent entendre, tiens,
waouh, elle vend une boîte à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. On peut voir riche. que le côté du fantasme. Absolument. Et pas se rendre compte c'est quoi la trajectoire et c'est quoi le chemin au quotidien, est-ce que ça implique en fait. Des histoires incroyables où les mecs ont vendu 150 millions une boîte ou 1 milliard, il y en a peu, il y en a très très peu. On le sait même d'ailleurs que le salaire moyen du chef d'entreprise, c'est pas celui, il est plus faible, il est à 4 000 euros. Donc il faut arrêter de fantasmer et je pense qu'on ne peut pas créer une boîte pour gagner de l'argent, c'est pas la motivation principale et on ne devient pas riche quand on vend une boîte systématiquement. Voilà. On est riche de ce qu'on a fait. Bon, voilà, tout ce que j'ai fait pendant 16 ans chez Canal CE puis Calidea, ça m'a rendu extraordinairement satisfaite de ce que j'ai fait pour moi, pour les équipes. J'ai créé 200 emplois, j'ai vu passer 2500 personnes dans ma boîte. Qu'est-ce qui t'a fait choisir le thème de l'ambition pour ton livre? L'ambition, parce que moi souvent on me disait tiens, t'es ambitieuse, et puis je me demandais si c'était une critique ou un compliment. Parce que quand on dit de quelqu'un il a de l'ambition ou elle est ambitieuse, c'est une petite critique sournoise, et quand on dit de quelqu'un il n'a aucune ambition ou elle n'a aucune ambition, je trouve que c'est une grosse critique. Et je trouvais que ce mot qui est un beau mot, l'audace, l'action, l'ambition, méritait d'être mis un petit peu à sa juste place, et puis qu'on soit tous inspirés par l'ambition de sa vie. Alors du coup, c'est quoi pour toi l'ambition? L'ambition, c'est aller jusqu'au bout de ses rêves, en fait, tout simplement. C'est avoir un objectif, qu'il soit professionnel ou personnel. D'ailleurs, souvent, ambition est liée à l'ambition professionnelle. Mais justement, dans le livre, on explique, je l'ai écrit avec Evelyn Plagnick-Cohen, qui est aussi une entrepreneuse hors pair, et on explique que l'ambition, c'est 360 degrés. C'est-à-dire c'est l'ambition professionnelle, personnelle, privée, amicale, pour ses enfants, pour sa famille, pour son sport, pour ses associations. Et je trouve que c'est bien justement d'être équilibré et d'avoir une ambition, on va dire, multiforme, comme l'omnicanal, et se dire qu'on essaie de faire ce qu'on veut de sa vie, de prendre sa vie en main, de prendre son destin en main. D'ailleurs, Philippe Ayat le répète souvent dans 100 000 entrepreneurs, prends ton destin en main et construis ta vie. Et alors on fait des chapitres sympas sur c'est quoi l'ambition, comment ça se construit, comment on peut la mettre un peu en stand-by de temps en temps, parce qu'il y a parfois dans la vie, on fait des enfants, on se marie, voilà, ça arrive, et donc du coup, il faut parfois mettre en stand-by certaines choses, mais jamais la perte de vue. Et puis on parle de co-ambition, parce qu'on est beaucoup dans le collectif, le collaboratif, on parle d'uber-ambition, pour dire que l'ambition, ça se transforme, ça se disrupte, comme on dit. Alors justement, une personne qui nous écoute, qui se dirait, mais moi je manque d'ambition, pas quelqu'un qui justement le voit négativement, mais quelqu'un qui pour lui ou pour elle c'est top, mais se dit j'aimerais en avoir plus. Comment on peut la développer l'ambition? Je crois que déjà il faut trouver des gens qui vous inspirent. Alors c'est vrai que tes interviews sont aussi faits pour ça, mais on a souvent des modèles, et quels qu'ils soient, ça peut être des grands entrepreneurs, ça peut être des grands chefs d'entreprise, ça peut être des grands sportifs, ça peut être… C'était qui les modèles pour toi? Moi j'aimais bien, d'abord j'ai toujours eu d'actu, des Xavier Niel, beaucoup d'entrepreneurs en fait, plus des sportifs, Xavier Croppiron, Geoffroy Roux de Bézeux m'inspire aussi pour tout son parcours. Voilà, donc c'est vrai que ce qui m'a poussé à devenir entrepreneur, c'est aussi ces gens-là. Mais j'en ai aussi chez Coca-Cola, j'ai passé 11 ans chez Coca-Cola et j'ai été inspirée par des gens que j'ai vus intervenir, que ce soit le PDG ou la directrice opérationnelle. Donc voilà, donc je pense que c'est dans son univers un peu proche pour justement penser que c'est accessible. Voilà, parce que si on a effectivement que des personnes exactement super high level, on va se dire c'est un peu inatteignable. Donc il faut se fixer en fait, on va dire des modèles ou des gens inspirants, mais qui nous semblent accessibles, parce que c'est comme ça qu'on construit son ambition. Mon ambition, c'est ce que je ressens au fond de moi-même, parce que je trouve qu'on fait toujours bien ce qu'on aime. D'ailleurs, je suis contre le fait de faire des choses un peu anti-valeurs. Il faut être aligné sur ses valeurs, en fait. C'est ce que je dis aussi souvent. Si vous êtes généreuse, il faut faire des choses autour de la générosité. Si vous aimez tel parcours, si vous aimez telle activité, si vous aimez telle ambiance, etc. Je pense que vraiment, il faut se dire qu'est-ce que j'aime faire et essayer au mieux, qui peut le plus, peut le moins, faire ce qu'on aime. Voilà, parce que avant tout, moi, ma grande notion, c'est le plaisir. Je trouve que quand on prend du plaisir dans quelque chose, on le fait très bien. Qu'est-ce qui t'a fait justement créer Calidea? Qu'est-ce qui te plaisait à l'époque dans cette aventure? Alors moi, d'abord, j'ai été un peu élevée pendant 11 ans dans une culture américaine. Et donc, du coup, j'ai eu cet esprit un peu intrapreneur. C'est une notion aujourd'hui qu'on utilise beaucoup. T'entreprends au sein de l'entreprise. Exactement. Donc, avoir un peu des prises d'initiative, de gérer des projets. Et c'était les belles années 2000, les startups. Donc, levée de fonds, business angel. Il y avait les First Tuesday où tu avais ton badge, je cherche de l'argent, ou les investisseurs, j'ai de l'argent à donner. Donc, du coup, il y avait un espèce de bouillonnement. Et là, je m'étais dit, tiens, voilà, quand on croit dans un projet, quand on croit dans un produit, finalement, ça marche.
t'aimerais dire quoi à une femme qui nous écoute et qui a tendance des fois, que ça soit conscient ou inconscient, à se dire je peux pas parce que je suis une femme? Ah, c'est la phrase qui tue, ça. Non, moi je crois que les femmes ont beaucoup d'atouts, si ce n'est plus que les hommes. Alors donc justement, donne-nous les atouts, c'est quoi l'intérêt d'être une femme? Il me faudrait une heure de discussion avec toi, David. Mais en fait, une femme, d'abord, est polyvalente. On fait plusieurs choses. À la maison, on s'occupe des enfants, on s'occupe du dîner, on s'occupe du social, on s'occupe de gérer la babysitter, on s'occupe de tout. Donc pour toi, c'est une force? C'est une force d'être polyvalent, surtout quand on est entrepreneur. Hein. On fait beaucoup de choses. Donc savoir zapper, savoir changer de sujet, savoir traiter plusieurs sujets en même temps, ne pas avoir que j'ai ça à faire et je ne fais que ça, ne pas être monotage, c'est une vraie force. Après, la femme est pugnace. La femme est... Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un petit complexe de se dire j'ai besoin de travailler plus pour y arriver. On est plutôt travailleuse et on aime les choses bien faites. Donc on est organisé, pugnace, on va y arriver. Je pense aussi qu'on est généreuse, on est empathique, on est pédagogique. Hein, c'est vrai que ce soit avec nos enfants, on essaie de leur expliquer les choses pour qu'ils comprennent, que ce soit avec les salariés, c'est un peu la même chose quelque part. C'est quoi les freins que tu vois le plus chez les femmes qui les empêchent de réussir? C'est se dire, si je fais ça, ma vie privée va en pâtir. Voilà, je pense qu'il y a un vrai sujet, parce que c'est vrai qu'il y a une tranche de vie difficile pour les femmes, c'est entre 30 et 45 ans. Parce qu'on fait des enfants, ils sont en bas âge, il faut s'en occuper aussi, il faut gérer la maison, il faut gérer le mari, enfin il y a plein de choses à gérer au même moment, donc on a une quinzaine un peu difficile. C'est quoi la clé justement dans cette période, là, 35-45? Alors moi j'ai une clé, c'est je ne fais que ce qui est important et sur lequel j'apporte de la valeur ajoutée. Par exemple, être avec mes enfants, aller jouer au tennis avec eux, partager un déjeuner, m'occuper d'eux le soir en lisant une histoire, ça c'est des choses importantes pour moi. Et puis partager, c'est-à-dire qu'à un moment il faut dire à son mari, écoute ça tu le fais aussi. Parce que c'est pas moi de tout faire et tout gérer, il faut savoir dire non. Voilà, parfois il faut savoir dire non, ça je peux pas le faire, je ne le fais pas. Et puis il faut savoir déléguer, que ce soit dans son entourage proche, dans ses amis. Et on a toujours plus de chances d'obtenir ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Ouais, ça c'est un autre proverbe qui me suit depuis longtemps. Encore faut-il mériter ce qu'on demande. Et il n'y a pas de faux sujet, il n'y a pas de faux complexe. On n'arrive pas, c'est pas... faut pas en fait se dire je vais pas demander parce que j'ai un peu honte de dire que je sais pas le faire. Voilà. On peut demander. Moi, la première fois que j'ai vu le bilan de ma boîte comptable, j'ai pas compris grand-chose. Et donc j'ai des chiffres de partout. Ah oui, des chiffres de partout. Il y a l'écart entre le résultat et exactement, ce que ton compte en banque. De l'amortissement, des immobilisations. Je leur ai dit mais attendez, je ne comprends rien. Donc vous allez rester là, vous allez m'expliquer, parce que je suis quelqu'un d'intelligent, je vais comprendre si on m'explique, on passera le temps qu'il faut, mais je veux comprendre. Et la qualité d'un entrepreneur, c'est de pouvoir quand même comprendre un maximum de choses. On n'est pas obligé d'être bon et d'être meilleur que tout le monde dans tous les sujets, parce que ça, c'est pas possible. De discuter avec la personne qui est experte. Ouais, et essayer de comprendre. Tu peux nous parler de ta nouvelle société? En plus, c'est un sujet qui me passionne, l'art oratoire. Moi, j'ai galéré, j'aurais eu besoin de ton entreprise. J'ai été terrorisé à l'idée de faire mes oraux en cours quand j'avais 15, 16, 17, 18, 19. Et ça a changé ma vie d'apprendre à parler en public. Quand j'ai commencé à voir à quel point ça impactait mes entretiens d'embauche, ça impactait mes présentations en classe. Et je dis ça avant que tu te présentes ton entreprise, parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui se disent, c'est pas juste parler, c'est qu'en fait, on est tout le temps en train de parler. Et la manière qu'on a de parler, elle impacte notre carrière, elle impacte notre vie. Et donc voilà, ça m'intéresse que tu parles un peu de ton projet. Qu'est-ce que tu fais pour les jeunes? Ma deuxième histoire, enfin troisième, parce qu'il y a Coca-Cola, ensuite Calidea, et maintenant Yapuka, donc Y-A-P-U-K-A, voilà, c'est ce qu'on dit, une fois qu'on est bien préparé. Donc avec mon associée Valérie Falala, qui elle est experte RH, donc elle a été aux ressources humaines de nombreuses sociétés grandes et moyennes, moi plutôt créatrice d'entreprise, et à toutes les deux on est très complémentaires. Et on avait observé, et on observe toujours, que les jeunes parfois ne savent pas exprimer avec passion, avec structure, avec conviction leur projet. Alors professionnel bien sûr, mais leur projet scolaire, leur projet d'études, etc. Et donc on s'est dit, autant le prendre le plus tôt possible. On aurait pu faire ça sur les 40-50 ans, mais on s'est dit on va le faire sur les jeunes. Donc on a monté yapuka.org qui en fait est une plateforme qui met en relation des entraîneurs d'un côté avec des jeunes pour les exercer à leur entretien oral, que ce soit pour les concours d'entrée école, post-bac ou post-prépa, grande école,
que ce soit pour de l'apprentissage, des stages et jusqu'au premier job, donc emploi. Et en fait, l'idée c'est de dire, on prend des entraîneurs qui peuvent être soit des jeunes, qui mieux qu'un jeune qui a passé tous les concours peut entraîner un autre jeune, donc c'est des jeunes qui sont HEC, SEC, ECP, grande école et qui ont passé les concours, soit des coachs, soit des RH, soit des recruteurs, soit des formateurs, soit des cadres en entreprise, soit des avocats. Et tous ces entraîneurs, on les sélectionne, c'est Valérie qui les sélectionne. On les forme à la méthode que Valérie a mis en place, une méthode en 3 modules. D'abord l'introspection, savoir se connaître. Ensuite, c'est comment j'arrive à le communiquer, à le pitcher. Et ensuite, c'est l'entraînement à blanc, la simulation d'entretien. Donc sur 3 séances d'1h30, théoriquement, le jeune est prêt ensuite à dérouler son projet. J'ai beaucoup de jeunes qui me suivent aussi sur l'audience. Une personne qui, imaginons, elle est 18 ans, qui entend là pour la première fois, je peux utiliser mon histoire. Tu aurais une clé de comment la personne peut utiliser son histoire dans un entretien d'embauche, parce qu'elle peut se dire mais je vois pas le rapport entre mon histoire et mon job, là c'est quoi le lien en fait? En fait, qu'est-ce qu'on cherche quand on recrute, que ce soit dans une école ou après dans un emploi? On cherche une personnalité. Donc en fait, on cherche à comprendre comment la personne est motivée et quelle est sa personnalité. D'ailleurs, on appelle ça des entretiens de motivation et de personnalité. Donc on ne cherche pas à comprendre ce qu'il a fait, etc. On cherche à savoir comment il raisonne, qui il est et quelle passion il a, pourquoi. Ça, c'est important parce qu'il faut analyser un peu, en fait. C'est pas instinctif. Au début, on fait des expériences, on ne sait pas trop pourquoi on les fait, peut-être, ou on les fait par passion, mais après, on se dit « Waouh, mais qu'est-ce que ça m'a appris ?» Et ce qui est important, c'est de restituer ce que ça nous a appris. Et qu'est-ce que ça a révélé chez nous, et quelle qualité ça fait ressortir, et quel point ça a amélioré dans notre personnalité. Et c'est ça qui est important. Alors, si on ne parle pas, c'est au recruteur de décoder tout ce qu'il peut y avoir derrière ce qu'on dit. Et il peut mal décoder. Et il peut mal décoder, etc. Alors, si on l'exprime, voilà, j'ai fait ce stage, je me suis rendu compte de ça, j'ai appris ça, j'ai fait ça, j'ai eu des performances là-dessus. En revanche, ça a été difficile sur ce point-là, donc voilà comment je m'en suis sortie. J'ai beaucoup appris, du coup, comme je ne comprenais pas, je me suis sourcée sur Google et sur les webinars. Est-ce que tu penses qu'un jeune qui nous écoute, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, peut utiliser les jeux vidéo, sa manière de jouer aux jeux vidéo, dans sa manière de raconter son histoire pour un job qui n'aurait rien à voir avec les jeux vidéo? Oui, moi je pense qu'on n'a pas toujours des expériences qui ont tout à voir avec les projets. Ce serait trop simple d'avoir un fil rouge idéal, j'ai fait ça, ensuite je me suis dit que je faisais ça parce qu'après je voulais faire ça. Ça n'existe pas, ce canevas-là. Donc c'est comment je récupère ce que j'ai fait, ce que je sais faire, ce que j'aime faire, pour que ça s'intègre dans un projet. Voilà. Donc ça, c'est un peu de travail, parce que c'est vrai, quand on joue aux jeux vidéo, le premier réflexe, c'est pas de se dire que c'est quelque chose d'intéressant à expliquer pour être chef de produit, marketing. Si on joue aux jeux vidéo et que ça apporte de la concentration, de la tactique, etc., c'est pour ça qu'on s'est créé, il n'y a plus qu'à, c'est pour pouvoir faire dire aux jeunes, dans ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça leur a apporté, comment ils l'ont traduit, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça peut aider à intégrer une école. Parce que souvent les gens pensent beaucoup à se dire oui, moi je veux faire ça, etc. Mais qu'est-ce que toi tu apportes à l'école ou qu'est-ce que toi tu peux apporter à l'entreprise? Donc c'est ça aussi, c'est renverser un peu la question. C'est pas uniquement je prends, c'est qu'est-ce que je donne. Encore une fois, on revient sur la générosité. Alors je vois facilement des jeunes là, qui nous écoutent pouvoir se dire mais moi, je ne sais rien ce que je peux apporter à l'école, à l'entreprise. Comment il peut trouver? Ça, il faut qu'il tape sur yapuka.org et on va les aider à ça. Justement, on les aide à ça. Alors, on travaille en individuel, bien sûr, le jeune qui va choisir son entraîneur et faire cet entraînement de 3 séances d'1h30. Mais on travaille aussi en B2B, ce qu'on appelle, donc en collectif, avec les écoles. Puisqu'on va intervenir dans les écoles, dans tout le parcours, on va dire employabilité, carrière, insertion. Vous revenez plusieurs fois? Voilà, on va revenir plusieurs fois, on va faire tout un parcours pédagogique, on va faire des séminaires de recherche, par exemple, d'entreprise pour l'apprentissage. On va travailler sur toute la recherche d'entreprise, de stage, mais aussi l'entretien, voilà. Ton ambition avec Yapuka, c'est quoi? C'est de développer la boîte déjà, puisqu'on démarre depuis une grosse année, donc voilà, ça démarre déjà très bien, on a un taux de satisfaction de 98%, donc vraiment on est content. Puis on a des très très beaux témoignages, on a des mails et des SMS qui nous font à moitié pleurer parfois, tellement c'est émouvant. Parce que j'imagine que l'enfant, le jeune, au-delà de sa capacité orale, ça booste son estime de soi aussi au passage. Ah ouais, la confiance en lui, la confiance en soi, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'il est transformé. Quand j'ai transformé, c'est vraiment ça. Avant, après, il y a un changement énorme. Et c'est un très beau cadeau qu'on peut faire à son jeune. Et parfois, c'est les parents qui le font, mais parfois, c'est moi, j'en ai acheté pour mes filleuls, je l'ai acheté pour mes neveux. C'est un cadeau sympathique à faire.
Quel conseil tu pourrais donner à, par exemple, un parent qui nous écouterait, qui aurait une forme de réussite et des enfants qui du coup peuvent se comparer et se dire « Oula, j'arriverai pas à faire aussi bien que papa ou maman » et qui du coup, au lieu d'essayer de vivre leur vie, ils essaient de vivre, oui. Qu'est-ce que tu pourrais… Je sais pas si c'est un truc comme ça. Moi, je ne me suis pas posé la question jusqu'à ce que quelqu'un me dise « Mais attends, c'est peut-être pas facile d'être le fils ou la fille de Jean-Claude Legrand et Sandra Legrand. » Et en fait, moi, je me suis toujours dit que je vais les encourager à faire ce qu'ils ont envie de faire. Et je leur dis toujours « Écoutez, chacun fait sa route et chaque route est belle. Et on n'est pas obligé de faire aussi bien, différemment, etc. » Voilà, chacun fait sa route. Franchement, qu'on soit peut-être inspirant ou qu'on soit vos modèles, pourquoi pas, et tant mieux, parce que quoi de mieux pour un parent que d'être un peu inspirant pour ses enfants. Mais après, vous ferez votre chemin et ce sera un beau chemin et on vous aidera à faire votre chemin. Donc j'essaie surtout de… Moi, en fait, ils ont découvert un jour en allant sur Google qu'on parlait beaucoup, que ce soit de mon ex-mari ou moi. Mais je leur dis, tu sais, c'est pas parce qu'on passe à la télé et qu'on a des articles qu'on est brillant et qu'on est super bon. Hein. Il y a des gens cachés dont on n'entend jamais parler et qui sont juste fantastiques. Et moi, je leur apprends à toucher à tout. C'est-à-dire que je peux très bien aller dans un hôtel 4 étoiles, mais aussi aller chez l'habitant quand je voyage. Je peux très bien… On se rend compte qu'être heureux, il y a plein de formes en fait. Exactement. Enfin, j'essaie vraiment de leur voilà, multiculture, de leur expliquer ce que c'est l'argent. Mon fils a fait un stage dans une usine Renault. Il a compris en fait ce que c'était que d'être ouvrier dans une usine. Pour conclure la vidéo, qu'est-ce que tu aimerais leur conseiller pour qu'ils se créent la vie qui leur correspond? Moi, je leur dis souvent, 1, faites ce que vous aimez. 2, soyez généreux. Dieu vous le rendra. Et c'est vrai, souvent. Et puis 3, échangez, parlez, exprimez-vous. C'est-à-dire qu'on peut avoir des coups de mou, on peut avoir des sujets difficiles, quels qu'ils soient, professionnels, personnels. Quand on voit ce qui peut se passer avec le harcèlement scolaire et tout, c'est une horreur. Parlez de tout. Alors, avec vos parents, bien sûr, mais aussi avec vos frères et sœurs, avec vos meilleurs amis, avec qui vous voulez, avec des psys si c'est nécessaire, bien sûr. Mais exprimez-vous, parce que déjà s'exprimer, c'est déjà soigner un peu le mal. Et puis, de le garder pour soi. Voilà, et puis vous verrez que ça fait du bien d'échanger. Et puis, tout seul, on trouve peut-être pas grand-chose, et à plusieurs, on est meilleur. Voilà. Les résultats d'une équipe ont toujours été meilleurs que la somme ou la moyenne des résultats individuels. Donc le collectif, ça a une vraie force, et tant mieux, parce qu'aujourd'hui, on le développe quand même beaucoup. Voilà. Et puis, au bout du bout, je leur dis, prenez du plaisir, parce que la vie est belle, et il faut être bien dans sa peau, et prendre du plaisir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, et avec qui on est. Voilà. Donc choisissez vos amis. J'espère que la vidéo t'a plu, en tout cas ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. J'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. Fais-le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.